Nouveau record cette semaine pour le prix du baril de pétrole, 115 $, un record historique. À ce prix-là, certains gisements deviennent rentables. Au Canada, par exemple, Françoise, c'est la ruée vers l'or noir. Et très précisément, c'est à l'ouest du Canada, dans les sols de la province de l'Alberta, que se trouve aujourd'hui la deuxième réserve de pétrole au monde. 1 million de barils par jour est produit là-bas. Mais à quel prix? Le pétrole canadien est englué dans des couches de sable. L'extraire demande de l'eau, beaucoup d'eau, et des dépenses gigantesques en énergie. Résultat, les conséquences de cette exploitation sont dévastatrices pour l'environnement. Forêts sacrifiées, rivières et lacs pollués, plus acides, plus grave encore, ce désastre écologique est de dimension planétaire, avec d'énormes émissions de gaz à effet de serre. Direction les grands espaces de l'Alberta, la dernière frontière du pétrole. Et c'est Patrice Lorton qui a traversé ce nouvel Eldorado. Voici son carnet de route, la ruée vers le sable pour quelques barils de plus. Dans les premiers kilomètres, je n'ai pas vu le danger. Pourquoi le loueur de voitures avait-il tant insisté sur cette autoroute 63? La plus meurtrière de tout l'ouest canadien, disait-il. Au volant, rien de bien terrible pourtant. Et puis j'ai compris. Les camions. D'interminables camions. Des chargements géants. Et même une maison sur roue. 175 mètres carrés habitables, à livrer clé en main. Sur l'adresse, pas d'erreur possible. Il n'y a qu'une seule ville au bout de la route. La voici, Fort McMurray. Ancien refuge de trappeurs. Aujourd'hui, ville champignon. Cette maison viendra se juxtaposer à des milliers d'autres. Tout étrangement semblables. Fais attention, il y a une pierre là. Personne ne prend plus le temps de construire. Mais à Fort McMurray, même le préfabriqué est hors de prix. Cette maison, ils la vendent 320 000 € en ce moment. C'est cher? Oui, mais c'est Fort McMurray. Il y a 3 chambres, donc c'est pour une famille de 6 personnes, disons. Mais le plus souvent, c'est des célibataires, des colocataires. C'est vraiment fou ici. Il y a tellement de travail avec les oil sands. Oil sands, en français sable bitumineux, c'est-à-dire du pétrole. Pas le pétrole classique. Dans la région, il ne jaillit pas. Il reste englué, imbibé dans des couches de sable souterraines. Sous la forêt boréale dorment des milliards de barils. Les deuxièmes gisements au monde, juste après l'Arabie Saoudite. Alors, puisque partout ailleurs les réserves s'épuisent, ici c'est la ruée. C'est paraît-il du ciel que ce boom pétrolier se voit le mieux. Je loue un petit avion. D'abord, il y a la forêt boréale, à perte de vue. Et puis, cette tache sur l'horizon. Encore quelques minutes, et la Terre ressemble à la Lune. Plus un seul arbre, plus une seule racine. Les machines rabotent la surface. C'est une mine à ciel ouvert, une mine de pétrole. Vue d'avion, les pelleteuses et les camions de chantier ont l'air de jouets. Mais dans cette seule mine, ils ont déjà remué plus de terre qu'il n'en a fallu pour construire la Grande Muraille de Chine, les pyramides d'Égypte et le canal de Panama. Les raffineries vont ensuite séparer le pétrole, le décoller du sable. Elles utilisent de l'eau, beaucoup d'eau. C'est pourtant une ressource rare dans cette région semi-aride. Été comme hiver, l'eau du fleuve est pompée, recyclée, puis rejetée. Là, on survole les bassins de décantation. C'est là qu'ils rejettent les eaux usées, parce qu'elles sont pleines de produits chimiques et de métaux. Mais faut-il se laisser impressionner par ces images aériennes? Que le paysage soit balafré ne veut pas dire que les sols sont pollués. Et les cheminées crachent peut-être seulement
de la vapeur d'eau. Parfois, les pétroliers préservent la forêt. Me voici sur l'une des concessions du français Total. Autre cas de figure, l'exploitation se fait sous terre. Tom Davis dirige les opérations. Ici, pas de pelleteuse, le bitume est trop profond. Profond, donc difficile à extirper. Plus solide que liquide, il ne se laisse pas pomper, à moins de le chauffer, de le liquéfier. Ça, c'est la vapeur qui vient de notre usine. Ça vient par là et on l'injecte. La vapeur descend par ce tube et se diffuse sous terre le long d'un deuxième tube, le tube qui collecte. Je vais vous montrer. Réchauffé, le bitume est moins visqueux. Il est possible de l'aspirer. Ça, c'est le puits lui-même. Le pétrole remonte le long du tube de collecte et on l'achemine vers l'usine principale. Sur le papier, le procédé est ingénieux. Sur le terrain, il se révèle vorace, en énergie. Total brûle de grosses quantités de gaz naturel, d'abord pour générer la vapeur, ensuite pour raffiner ce qui sort de terre. Consommer des hydrocarbures pour produire des hydrocarbures. Pour les uns, c'est une gabegie absurde. Pour les autres, un calcul qui se tient. En tout cas, cette extraction à la vapeur relâche 3 fois plus de gaz à effet de serre que la normale. C'est le premier stade, où on voit vraiment l'eau et le pétrole qui se séparent. L'eau plus légère va vers le haut, le pétrole reste au fond. Et là, vous pouvez voir un premier échantillon de pétrole. On appelle ça l'or noir. C'est comme ça qu'on appelle le pétrole en Alberta. Prix de revient pour Total, 40 $ le baril. Prix de vente, autour de 100 $. Rentable, mais polluant. Le jeu en vaut-il la chandelle? Je vais me faire une religion auprès d'un des plus grands scientifiques canadiens, dans son laboratoire d'Edmonton. D'habitude, un chercheur, ça doute. Mais David Schindler a acquis quelques certitudes. Et ce spécialiste mondial de l'eau ne mâche pas ses mots quand on lui parle de cette ruée vers l'or noir. C'est probablement l'exemple du développement le moins durable du monde. En plus du gaspillage et de la pollution de l'eau, c'est une énorme source de gaz à effet de serre. Et avec un rendement épouvantable. Grosso modo, il faut brûler 1 baril pour en extraire 2. Si on devait comptabiliser ce que coûtent les émissions de carbone, le changement climatique, l'eau gaspillée, ces bassins qui resteront toxiques pendant des siècles, ou encore les travaux de réhabilitation quand les mines s'arrêteront, si on devait comptabiliser tout cela, alors il n'y aurait plus du tout d'argent à faire avec les sables bitumineux. C'est peut-être parce qu'ils se savent attaquer que les pétroliers refusent toutes mes demandes de tournage. Total a dit oui, mais les plus anciens, les plus gros, ceux qui détiennent mines et raffineries, ceux-là font profil bas. Je vais pénétrer dans la forteresse, grâce aux Indiens. Lisa est de la tribu Athabasca Chippewan. Toutes les concessions pétrolières sont aussi territoires de chasse pour les Indiens. Alors les industriels mettent les formes. Ils entr'ouvrent parfois leurs portes aux chefs de tribu et aux spécialistes en environnement, comme Lisa. Je me suis équipé d'une caméra cachée. Lisa me fait passer pour son chargé de communication. Elle prend un gros risque. Cette visite n'était pas programmée. Il y a eu une fuite toxique dans le fleuve ce week-end. Les tribus ont officiellement demandé des explications. Panoplie de sécurité pour tous et masque. Dehors flotte une puissante odeur de soufre. La raffinerie brasse de très gros volumes. Pour des raisons juridiques, elle ne sera pas nommée. Nous voici sur site, pour comprendre les raisons et l'ampleur de cette fuite toxique. On a le droit de rejeter dans la rivière l'équivalent de 300 kg de résidus pétroliers par jour.
Et ce jour-là, ça a été 629 kilos. Invérifiable. Aucun document ne nous sera distribué. Pas de photographie, pas d'échantillon. Lisa a eu la bonne idée d'apporter une photo satellite des lieux. Mais impossible de se rendre au bord du bassin qui a débordé. Impératif de sécurité, nous dit-on. Seule Lisa pose des questions. Les Indiens, eux, sont curieusement passifs. Peut-être parce que les réponses sont souvent floues et toujours rassurantes. Il n'y a pas eu grand-chose dans la rivière. Ce qu'on a vu, c'était plutôt bleu et gris, avec parfois un reflet arc-en-ciel. Comme derrière un bateau, sur un lac, quand le moteur a une petite fuite. Fin de la visite. La compagnie pétrolière invite tout le monde à déjeuner. Je m'éclipse avec Lisa. Alors, c'était réussi? Réussi? Non. C'est juste du cirque pour eux. Je n'ai eu aucune réponse à mes questions. Je dois écrire un rapport pour ceux de ma tribu et j'ai besoin de plus de coopération pour écrire quelque chose de valable. Les Indiens ne sauront rien de plus sur cette fuite mystérieuse. Plus au nord, Lisa me conduit vers un autre site pollué. Bien visible celui-là. La route principale longe les bassins d'une autre compagnie. Certains sont bizarrement à sec. Ici, les polluants ont été filtrés. L'eau s'est évaporée. Ne reste plus qu'une croûte sableuse et blanchâtre. L'industrie en a fini avec ce lac artificiel. La nature doit théoriquement reprendre ses droits. D'ici quelques années, ils vont rajouter une couche d'argile et par-dessus de la terre végétale et ensuite de l'herbe et des arbres. Et tout aura l'air très joli. Ils vont sûrement commencer bientôt. La loi oblige les pétroliers à réhabiliter les sols. Maquillage grossier, répond Lisa. Cette matière noire dans le sable, c'est du résidu pétrolier. Ils n'ont pas été capables de l'enlever. Et voilà à quoi ça ressemble. Les toxiques sont toujours là. Et on sait bien que la pluie passera dans le sable et entraînera les hydrocarbures dans la nappe phréatique. Lisa a grandi avec ces paysages industriels. Mais pas son oncle Peter. Lui, l'ancien, transmet la mémoire de la tribu et le respect religieux de celle qu'il appelle notre mère la Terre. La terre-mère est malade ici. Et quand elle est malade, l'eau est malade. Et les animaux sont malades. Et nous sommes malades. Ça affecte nos corps. Mais que vaut la prophétie d'un vieil Indien face aux garanties chiffrées des multinationales? Ces bassins théoriquement imperméables sont-ils agressifs pour l'homme? En tout cas, ils le sont pour les bulldozers. Les résidus sont si corrosifs qu'il faut changer les chenilles 3 fois plus souvent que la normale. Que dit la médecine? À l'hôpital de Fort McMurray, le docteur Michel Sauvé dirige le service des soins intensifs. Il y a plus de maladies respiratoires qu'ailleurs dans la province. Mais il y a plus de fumeurs aussi. Alors faut-il incriminer la pollution? Je vois des troubles reliés à la pollution, c'est certain. Pour savoir si c'est plus qu'ailleurs, j'ai pas de réponse. Vous avez une intime conviction? Oui. Et c'est quoi? Qu'il y a des problèmes qui sont reliés à l'industrie ici. Et puis il y a aussi le problème dans le nord, à Fort Chipewyan, les Premières Nations qui sont en aval des grosses compagnies pétrolifères. Les Indiens. Les Indiens et les Amérindiens. Et c'est des gens qui se nourrissent d'animaux puis qui boivent l'eau qui descend de la rivière des grosses compagnies. Puis là, on a des gros soucis quand même. Il semble y avoir une incidence élevée de certains cancers. Peter, le vieil Indien, avait peut-être raison. Je m'envole vers le nord, chez ces Indiens où les cancers suspects sont apparus. S'il n'y avait pas l'avion, Fort Chipewyan serait au bout du monde.
C'est un ancien comptoir de trappeurs, au bord du lac Athabasca. Il y a une rue principale, des maisons en tôle, et parfois une voiture qui passe. Et puis il y a John. John est métis. Il construit lui-même ses bateaux. Il chasse le gibier d'eau. Il y a un peu de vent, mais c'est quand même une bonne météo. Écoute, des oies. Des grandes oies du Canada. Ici, la nature paraît sans limite. Le lac Athabasca a la taille d'une mer intérieure. Il s'étire sur près de 300 km. Et pourtant, John a l'impression que la nature se rétrécit, que le lac s'épuise. En fait, avant il y avait 2 fois plus de tout. 2 fois plus de courant, 2 fois plus d'eau. 2 fois plus d'animaux, de poissons. Tout diminue petit à petit. C'est plus dur de vivre de la nature maintenant. Tiens, les canards, on n'en voit plus. Il y en avait partout avant. Partout, surtout à cette saison, il y en avait plein le ciel. Le gibier est plus rare, mais heureusement, John a un bon coup de fusil. Oh là là, il y en a 2 gros là. Je vais les avoir. Ouais, j'en ai eu un. John ne rentrera pas bredouille. Il peut bien s'offrir une petite bière. Ça fait du bien. C'est meilleur que l'eau? Ah oui. Tu ne peux pas boire l'eau ici. J'en bois jamais moi. Il faut pas en boire sinon tu tombes malade. Et comment vous savez ça? Bien, tous ceux qui en ont bu ont eu des diarrhées immédiatement. Ici on est en aval des sables bitumineux. Tous les déchets, toute la pollution viennent se déposer ici. Juste là. Dans mon jardin. C'est mon jardin ici. Tiens, regarde, un aigle. John cuisinera le canard, malgré tout. Même si le poison coule dans cette nature immense. Chez les Indiens de Fort Chipewyan, le cancer frappe souvent à la porte. Dans cette famille, le père a été emporté par un cholangiocarcinome, une forme rarissime du cancer du foie. Il s'appelait Albert, il avait 60 ans. Sa veuve et sa fille n'ont encore jamais parlé à la presse. Je passe une soirée à les convaincre. Curieusement, elles ont peur d'être attaquées par l'industrie pour leur témoignage. Il est venu vers moi un jour. Il m'a dit, c'est mon estomac. Il était jaune. Et il est allé chez un médecin. Et à la fin de la semaine, il était hospitalisé. On a fait ce qu'il fallait. Enfin, c'est ce que disaient les docteurs. Et 8 mois plus tard, il est parti. Personne ne sait rien. On n'a pas d'informations. Sur rien. Sur des analyses ou des choses de ce genre, on ne sait rien. Si même il y a des produits chimiques dans l'air ou dans l'eau, en fait, il n'y a personne pour nous aider. Le cholangiocarcinome touche théoriquement une personne sur 100 000. Au village, Albert était le 3e en 2 ans. Et il n'y a que 1200 habitants à Fort Chipewyan. Malgré ces statistiques dérangeantes, le ministère de la Santé n'a toujours pas lancé l'enquête que plusieurs médecins lui ont réclamée. Dans la ville champignon, la vie ne s'arrête pas pour quelques cancers suspects en aval du fleuve. À Fort McMurray, on travaille dur. On consomme. On se prépare pour l'hiver. Pour faire entendre leur voix, les Indiens ont pourtant des représentants officiels. Je retrouve Lisa dans ses bureaux. Elle est parfaitement au courant pour les cancers. Même les poissons en ont. C'est moi qui ai pris les photos.
Ces poissons ont été pêchés dans le lac Athabasca l'an dernier. Je les ai eus en main. J'ai demandé à l'industrie et au gouvernement, c'est normal? Et ils ont dit oui, il y a beaucoup de cancers et de tumeurs chez les poissons, c'est normal. Et pour me faire comprendre combien le rapport de force est défavorable aux Indiens, Lisa me conduit dans cette salle. Je vais vous montrer toutes les études d'impact qu'on doit examiner. L'industrie consulte les Indiens, c'est la loi. À chaque nouveau projet, des milliers de pages rédigées par des bataillons d'avocats et d'ingénieurs. Ce volume-là, il parle de l'écosystème aquatique et de ses habitants. Sans le lire, je connais déjà les conclusions. Ils doivent dire qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement aquatique. Ça fait beaucoup de documents à lire pour vous. Oui, et dans un délai limité en plus. De toute façon, on ne peut pas s'opposer à des entreprises qui pèsent des milliards. On est juste une petite tribu, avec très peu d'argent à la banque, et nous sommes peu nombreux. Et nos membres sont pauvres, et ils sont malades. C'est notre terre depuis toujours. Notre terre est riche en pétrole, mais nos membres sont pauvres, et ils sont malades. C'est la triste réalité. Et quand je parle aux miens, ils me demandent « Pourquoi c'est ainsi ? Pourquoi notre terre est-elle polluée? Pourquoi est-ce qu'on laisse faire ?» Eh bien, je ne sais pas quoi leur dire. Je suis dépassée. Ce soir, Fort McMurray s'amuse. Et il n'y a pas un seul Indien dans la salle. Sur scène, des chanteurs amateurs qui reprennent les standards de la pop canadienne. La plupart travaillent pour l'industrie des sables bitumineux. Ils s'affrontent devant un jury. Les personnalités éminentes de Fort McMurray, business et politique. Chris Jones, PDG d'Albion Sands, la filiale de Shell. Guy Boutillier, l'ancien maire de la ville et actuel ministre de la province. Melissa Blake, maire en exercice. Kirk Bailey, vice-président du géant Suncor, numéro 2 des sables bitumineux. Son voisin Marc Thériault travaille pour le numéro 1, Syncrude. Pas vraiment une brochette d'écolo. Mais dans ce Far West canadien, l'opinion approuve dans son écrasante majorité le boom du bitume. Et tant pis pour le protocole de Kyoto. Le gouvernement provincial est farouchement contre. J'interpelle le ministre Guy Boutillier sur ce refus. J'ai un fils qui a 3 mois. Il s'appelle Mac. Et nous voulons que l'air qu'il respirera et qu'on respirera dans cette ville et partout dans le monde soit du bon air. On a tous un devoir dans ce monde, pas seulement de réaliser les objectifs de Kyoto, mais même d'aller au-delà. Et pourquoi vous ne ratifiez pas Kyoto alors ? C'est une question délicate. Mais grâce à la technologie moderne, nous atteindrons ces objectifs et même au-delà. La technologie transformera-t-elle ce pétrole des sables en énergie propre? À Fort McMurray, tout le monde croit au miracle. Mais cette ruée vers l'or noir est cruelle. J'étais venu pour les atteintes à l'environnement. Je découvre à la fin de mon séjour la casse humaine. Jake, you're on 5. Harvey, you are on 6. Ghislain, Il n'avait pas pensé finir à l'armée du salut. Are you staying? Conducteur d'engin, soudeur, électricien, il voulait faire fortune. Sylvia, la patronne ici, connaît la suite de l'histoire. Chaque jour, on a de nouveaux arrivants. Ils pensent que c'est l'Eldorado. Et ils finissent ici. Ils n'ont pas d'autre endroit. Les loyers sont très élevés, alors à moins que tu connaisses quelqu'un qui puisse t'héberger, il faut avoir de très gros salaires. Le plus jeune autour de la table a 22 ans. Ryan. Comme les autres, il a été attiré par les salaires mirobolants de Fort McMurray. Trouver du travail fut très facile, mais l'argent lui brûlait les doigts. Moi, je gagnais entre 3 500 et 5 500 euros pour construire des échafaudages, et avec une seule année d'ancienneté. C'est beaucoup d'argent. Alors, sur ton temps libre, tu fais la fête en ville, tu bois, tu prends des drogues. C'est vite fait de dégringoler. 80% de mon salaire partait dans le crack et la cocaïne.
Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais essayer de me calmer. J'ai que 22 ans, tu sais. J'espère qu'il me reste beaucoup d'années à vivre. Et que je vais pas continuer comme ça dans la rue, dans le froid, à chercher du crack. Ryan dort sous la tente, au bord du fleuve. Dans sa chute, il s'est agrippé à quelques objets, ce qu'il a de plus précieux, ce qui lui permet de garder ses outils. Il espère retrouver du travail dès la semaine prochaine. Tu es impatient? Oui, un peu quand même. C'est mieux que ce que je vis maintenant. C'est ce qu'on espère tous. Le retour au travail. Il y aura de la stabilité là-bas. Bon, j'ai tous mes outils. Ryan n'a pas arrêté le crack, mais il essaie de ralentir. Pas facile. Il y a beaucoup de toxicomanes à Fort McMurray. Et la tentation est partout. Sous la tente d'à côté, par exemple. 40 € pour 1 gramme de crack. Et quelques heures d'oubli. La nuit tombe et la machine à pétrole tourne encore. 24 heures sur 24. Elle broie les sables, elle coupe les arbres, elle boit la rivière. Ce qui en sort est l'un des derniers pétroles qui restent. L'un des plus sales aussi. Mais pour ceux qui l'extraient, il est comme l'argent. Il n'a pas d'odeur. Et sachez que les compagnies pétrolières qui exploitent ces hydrocarbures ont prévu de multiplier par 4 la production en 10 ans. Mais pour extraire ce pétrole des sables, le besoin en énergie est tel qu'il nécessitera la construction de centrales nucléaires.